Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, un discours démagogique. C'est la réaction de Envol de Délice Sanga au discours sur l'état de la nation du président de la République. Le parti de l'opposition a dit que Félix Tshisekedi s'est montré incapable de relever les vrais défis du pays. Vous suivrez son secrétaire général Rodrigue Ramazani. Et 54 journalistes ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur métier dans le monde cette année. Selon le rapport annuel de Reporters sans frontières publié ce jeudi, l'ONG de défense de la presse indique qu'un tiers d'entre eux ont été tués par l'armée israélienne, essentiellement à Gaza. Et puis on va parler football dans ce journal. La FIFA a officiellement attribué l'organisation de la Coupe du Monde 2030 à l'Espagne, au Maroc et au Portugal lors d'un congrès extraordinaire virtuel. 6 pays accueilleront l'édition 2030 et l'Arabie Saoudite organisera celle de 2034. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal à la une. L'opposition estime que le discours bilan de Félix Tshisekedi est en déphasage avec la réalité des Congolais. Sur le plan sécuritaire, économique et des infrastructures, le pouvoir en place s'est montré incapable de répondre aux défis des Congolais. Le parti Envol s'est opposé à la réforme constitutionnelle que veut initier le chef de l'État. On écoute à ce sujet son secrétaire général Rodrigue Ramazani. Le discours sur l'état de la nation de M. Tshisekedi n'était qu'un antiponnage triffé de démagogie, car sans gêne, il a annoncé la réhabilitation de 38 000 km de routes de dessertes agricoles d'ici 2025, soit 104 km de routes par jour pour les 26 provinces, alors qu'il n'a pas pu achever en 3 ans les 230 km de route Kalambambouji qui devaient être construites en terre battue. Qui peut encore croire à ces promesses extampillées, détournements et rétrocommissions? Ces discours n'étaient ni un bilan crédible, ni une feuille de route sérieuse pour le pays. Quand je l'écoute parler de la sécurité, c'est une vraie mystification totale. Après 3 ans d'état de siège, il faut faire le bilan. C'est quoi le bilan de ces 3 ans? C'est plus de 7 millions de déplacés internes et une occupation d'une partie de nos territoires par l'armée rwandaise. M. Tshisekedi, qui crie qu'il est le garant de la nation, n'a même pas le courage aujourd'hui de se rendre dans ces zones ravagées par les escarmouches. Au lieu de restaurer la paix, il s'apprête maintenant à rencontrer Kagame pour commander une solution. C'est simplement pathétique. Les Congolais doivent comprendre que leur commandant suprême a remplacé l'espoir par la désillusion. Et l'économie. Sur l'économie, ce discours est une poudre aux yeux. Les chiffres avancés masquent une réalité brutale, la pauvreté galopante, le chômage endémique et des services publics qui s'effondrent. Les Congolais n'ont que faire 2 annonces spectaculaires sans lendemain. Et pour dissimuler son incapacité à résoudre ces crise, M. Tshisekedi rêve d'un 3e mandat en voulant changer la constitution. Mais malheureusement pour lui et heureusement pour le peuple congolais, Envol et le sursaut national ne lui laisseront pas faire. Et pour conclure mon propos, ces derniers discours étaient un concentré de mots creux. Félix Tshisekedi a démontré une fois de plus son incapacité à relever le vrai défi du pays. Et nous, en l'Envol, heureusement, nous proposons une alternative claire au peuple congolais. Une réforme profonde de notre armée afin de la rendre puissante et lui donner une capacité de décision crédible. Et une économie qui redonne de l'espoir à nos concitoyens. Je crois que le Congolais mérite des actes concrets et pas des illusions. Et les avis sont aussi partagés au sein de la population quinoise après le discours sur l'état de la nation prononcé hier par le chef de l'État. Certains ont salué le progrès palpable réalisé par le pouvoir en place, mais pour d'autres, le changement de la Constitution n'est pas opportun, mais plutôt l'amélioration du social des Congolais. Joël Iselona et Sarah Etchoko étaient allés à leur rencontre. Discours, voilà, personnellement, c'est
Le chef de l'État se bat jour et nuit pour ces pays et ses œuvres sont palpables à tous les niveaux. Pour le changement de la Constitution, à 100% je suis pour. Pour moi, le changement de la Constitution doit être effectif pour mettre les Congolais les plus légitimes. C'est pourquoi le père a le pour la discuter parce que la le chef de l'État l'a dit. Il ne veut pas s'éterniser au pouvoir, c'est plutôt pour assurer un avenir meilleur au peuple congolais. Nous lui faisons confiance. En tant que garant de la nation, il sait prendre des bonnes décisions. Et l'OCO va tailler sur mesure pour satisfaire un groupe déjà avec l'intérêt et la communauté internationale. Président, et puis elle dit bien, pour le mandat. Nous avons bien accueilli les discours du chef de l'État. Il est réaliste. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement, de la maternité, les infrastructures construites et autres. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais avec un peu de volonté, nous y arriverons. Je suis pour le changement de la Constitution car elle a été rédigée sur mesure pour les intérêts des étrangers. Pour le moment, le changement de la Constitution est vraiment prioritaire. Donc pour le moment, prioritaire, c'est le social. Les gens souffrent, il n'y a pas de route, il n'y a pas de travail. Donc vraiment, le vécu quotidien, c'est très difficile. Les paniers ménagères, n'en parlons même pas. Donc vraiment, on n'a pas besoin de changements ou de la modification de la Constitution. Pour le moment, on a besoin seulement d'améliorer la vie de nous, peuple congolais. Dans l'actualité également, les conseillers communaux passent la nuit à la Belle Étoile au jardin de la primature pour revendiquer le paiement de leur salaire. Ils sont à leur deuxième nuit. Depuis leur installation, ces derniers broient du noir et existent en marge des institutions. Déconsidérés ou oubliés, ces derniers militent pour leur existence. Les élus communaux sont toujours devant le palais du peuple. Nous nous sommes décidés d'y rester jusqu'à trouver solution. Parce que trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à subir cette injustice et observer sans rien faire. Nous disons merci à tous les conseillers qui sont venus de provinces voisines, Congo central, Équateur, Kwango, Bandundouville, Kasaï, Kananga. Nous disons merci à tous les conseillers qui sont arrivés. Ensemble, nous voulons rencontrer son Excellence, Madame la Première ministre, pour lui exprimer nos préoccupations, pour lui montrer à quel niveau la vision du chef de l'État de développement à la base est étouffée par cette façon de marginaliser les élus conseillers communaux. Il n'y a ni cadre de travail, il n'y a ni élection de gouverneurs, il n'y a ni paiement d'émoluments. En définitive, on ne comprend pas qu'est-ce que le gouvernement préconise. Hier, nous avons été reçus jusqu'à tard dans la soirée par le membre du cabinet de son Excellence, Madame la Première ministre. Nous avons fait des propositions. Ce sont des propositions républicaines en tant que fils et filles de ces pays pour ne pas jeter de l'opprobre à notre propre gouvernement. Nous y attendons une suite favorable ici. S'il sera question de tenir nos sessions ici, nos plénières ici, nous les tiendrons parce que tous les présidents des conseils sont ici, tous les élus communaux sont ici. Ils feront juste les décisions de déplacer les lieux de plénière. Nous travaillerons ici. Ensemble, nous allons vaincre. Le Congo va décoller avec l'avènement de conseillers municipaux au niveau de la base, conformément à la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et en bref, dans la prison centrale d'Issiro, au Haut-Ouélé, une trentaine de cas de tuberculose sont signalés. L'annonce a été faite par les médecins directeurs de l'hôpital général de référence d'Issiro, cité par plusieurs médias. Ce responsable hospitalier a demandé au gouvernement provincial du Haut-Ouélé de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'isoler les détenus infectés pour éviter la propagation de la maladie dans la maison carcérale. Voilà qui relance le débat sur l'amélioration des conditions de vie dans les centres pénitentiaires que le gouvernement national semble prendre à bras le corps.
Christian Chaouri, coordonnateur des jeunes leaders de l'Ituri, est à la base d'un plaidoyer pour la confirmation de Irène Boubulenga au poste de directeur provincial titulaire au sein de la Commission nationale de la prévention routière. Ce dernier estime que depuis son avènement à la tête de cet organe, la ville de Bunia connaît une transformation totale dans la circulation routière. Le coordonnateur des jeunes leaders de l'Ituri salue les efforts fournis par Irène Boubulenga qui, depuis sa nomination au poste de directeur provincial intérimaire à la tête de la Commission nationale de la prévention routière en ville de Bunia, ne cesse de se démarquer. Ces efforts ont permis d'améliorer l'image de la ville de Bunia et réguler la circulation partout. Nous avons déjà des empreintes visibles de cette dame. J'étais à Mahagi, j'ai vu des signalisations, j'ai vu des agents et qui ne tracassent pas et qui font correctement leur travail. J'étais à Aru, je les ai vus tous en action. Et ici en ville de Bunia, vous les voyez régulièrement avec nous, alors qu'elle est intérimaire. Et je me dis, si elle était confirmée, elle ferait peut-être beaucoup. Christian Chaouri pense également que si Irène était confirmée à ses postes, elle ferait mieux. C'est dans ce sens qu'il demande à la hiérarchie de confirmer cet intérimaire au poste du directeur provincial titulaire pour éviter des courses au pouvoir, la haine et la jalousie, car elle mérite les postes auxquels elle fait déjà des exploits. Je l'encourage de pouvoir continuer toujours de bien faire et de ne pas écouter les gens qui sont en train de les distraire. Je crois qu'elle a déjà une bonne vision, elle est déjà sur une bonne trace, elle doit continuer de cette manière. Notons qu'à 11 mois d'intérim à la tête de la CNPR, Irène Boubulenga s'est démarquée avec plusieurs réalisations, notamment la dotation des engins roulants aux agents, mais aussi d'un bureau administratif moderne, la mise en place de plusieurs signaux routiers pour réguler la circulation en ville de Bunia et ses environs, des traçages de la voie urbaine de Bunia, l'amélioration des conditions de vie des agents sont aussi à mettre dans son actif. L'ambassadeur de la RDC au Canada, Joska Kabongo Ngoï, alerte sur l'usurpation de son identité sur les réseaux sociaux. Son bureau a précisé qu'aucun compte Facebook n'est enregistré en son nom et invite les Congolais à plus de prudence. Dickens Kaboya nous lit ici la mise au point de l'ambassade. L'ambassadeur de la RDC au Canada met en garde contre des arnaques en ligne. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada a dénoncé l'existence d'un réseau criminel actif sur les réseaux sociaux, ciblant les citoyens congolais avec des escroqueries orchestrées via des faux comptes Facebook et WhatsApp. Dans une déclaration officielle, l'ambassadeur Joska Kabongo Ngoï a mis en garde contre ces activités frauduleuses, appelant la population congolaise à la plus grande vigilance. Il a également précisé qu'il n'utilise pas Facebook, contredisant ainsi les usurpations d'identité qui circulent sur cette plateforme. Je tiens à informer nos compatriotes, comptes Facebook ou WhatsApp prétendant m'appartenir n'est authentique. Ces actes malveillants visent à tromper les paisibles citoyens et doivent être signalés aux autorités compétentes, a-t-il déclaré dans ce communiqué. En conclusion, l'ambassadeur a exhorté les Congolais tant au pays qu'à l'étranger à redoubler de prudence face aux tentatives d'escroquerie en ligne et à signaler tout compte suspect. Fait à Ottawa, le 12 décembre 2024, Joska Kabongo Ngoï, ambassadeur. C'était au sommaire de ce journal, plus ou moins 54 journalistes sont décédés au cours de cette année, a affirmé le Reporters sans frontières. Ce jeudi, la Fédération internationale des journalistes attribue à l'armée israélienne une large partie du nombre des journalistes assassinés en 2024. C'est le tiers du total des journalistes tués dans l'exercice ou en raison de leur métier à travers le monde. Commentaire de Héritier Ntamboa et Sarah Tanguy. Ce sont des révélations de l'organisation internationale Reporters sans frontières. Dans son rapport publié ce jeudi, le RSF indique que 54 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur travail ou en raison de leur métier.
Dans son rapport publié ce jeudi, le RSF indique que 54 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur travail ou en raison de leur métier, et c'est un rapport qui englobe le pays du monde. L'organisation révèle une intensification alarmante des attaques contre les journalistes, notamment dans les zones des conflits où se concentre la moitié des meurtres des journalistes enregistrés cette année. L'ONG de défense de la presse affirme que les forces armées israéliennes sont responsables de la mort de plus ou moins 18 journalistes en cette année, alors que la bande de Gaza compte, selon RSF, 16 morts et les Liban en comptent 2. L'organisation précise par ailleurs que les pays ou encore des régions où plusieurs journalistes ont été tués en 2024 après la bande de Gaza sont le Pakistan qui compte 7 morts, le Bangladesh et le Mexique comptent 5 morts pour chacun. Son rapport ajoute qu'en revanche, la Palestine reste le pays le plus dangereux pour les journalistes qui enregistrent un bilan des morts plus élevé que tout autre depuis 5 ans, confirme les Reporters sans frontières dans son rapport annuel dont le décompte a été fait le 1er décembre. Il note également que 55 journalistes sont actuellement pris en otage, près de la moitié seraient entre les mains du groupe État islamiste, 95 journalistes seraient portés disparus. On passe au sport à présent. Le congrès virtuel de la Fédération internationale de football association a officialisé hier l'octroi de la Coupe du Monde 2030 au trio Maroc, Espagne, Portugal. Ce sera le mondial du centenaire et 48 pays y prendront part. 4 années plus tard, les amoureux du football se rendront en Arabie Saoudite. Les détails dans ce récit de Christian Bokaya rendu par Héritier Ntamboa. C'est désormais officiel. Des 11 fédérations membres de la FIFA ont entériné hier cette double désignation par un vote unique lors d'un congrès virtuel. Coïncidant avec le mondial du centenaire, les 3 premiers matchs se joueront le 8 et le 9 juin 2030 en Uruguay, Argentine et au Paraguay. Après ces matchs inauguraux, la compétition devra se poursuivre en Espagne, au Portugal et au Maroc. Comme en 2018 avec la Russie ou en 2022 avec le Qatar, la FIFA a décidé de passer outre les critiques pour jeter son dévolu sur les 3 pays cités. Elle a par la même occasion attribué l'édition 2034 à l'Arabie Saoudite, ce qui vient consacrer la stratégie ambitieuse de l'Arabie Saoudite, superpuissance en gestation du sport mondial, et lancée dans une stratégie de diversification économique et d'amélioration de son image. Quant au Maroc, co-organisateur de la Coupe du Monde 2030, il deviendra le 2e pays africain de l'histoire à accueillir une Coupe du Monde. Le royaume chérifien avait multiplié les candidatures pour s'offrir cette organisation. Bien avant cette Coupe du Monde, les amoureux du ballon rond mondial devront se régaler en 2026 au Canada, Mexique et États-Unis. Et bonne nouvelle pour les fans de Kylian Mbappé. L'affaire l'impliquant potentiellement après sa virée en Suède est officiellement terminée faute de preuves. L'enquête préliminaire concernant Kylian Mbappé, annoncée comme potentiellement soupçonné de viol à Stockholm, a été classée faute de preuves selon un communiqué du parquet suédois. L'affaire portait effectivement sur un incident présumé le 10 octobre dans un hôtel du centre de Stockholm impliquant une accusation de viol et 2 accusations de harcèlement sexuel. Et on va terminer en musique. C'est aussi une autre bonne nouvelle pour les fans de Adolphe Dominguez. Après plusieurs années, l'artiste et musicien a lancé ce jeudi son nouvel album dénommé 12. Le chiffre 12, justement, la sortie officielle de ce nouvel opus de Tata Mobic a eu lieu ce 12 décembre à 12h, 12 minutes, 12 secondes précisément sur toutes les plateformes. Et vous pouvez justement le télécharger, l'album, dans la chaîne YouTube de l'artiste. Place au rappel des titres à présent. Un discours démagogique, c'est la réaction de Envol de Délice Sanga au discours sur l'état de la nation du président de la République. Le parti de l'opposition indique que Félix Tshisekedi s'est montré incapable de relever les vrais défis du pays. Vous avez suivi Rodrigue Ramazani. Et 54 journalistes ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur métier dans le monde cette année, selon le rapport annuel de Reporters sans frontières publié ce jeudi. L'ONG de défense de la presse indique qu'un tiers d'entre eux ont été tués par l'armée israélienne, précisément à Gaza.
Et en football, la FIFA a officiellement attribué l'organisation de la Coupe du Monde 2030 à l'Espagne, au Maroc et au Portugal lors d'un congrès extraordinaire virtuel. 6 pays accueilleront l'édition 2030 alors que l'Arabie Saoudite va accueillir l'édition 2034. On va passer à présent à la revue de presse. La revue de presse, comme tous les jeudis, c'est avec le grand Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation hier mercredi, un discours très commenté. Exactement Gaëtan Kouba-Bouranzi, un discours auquel le chef de l'État a évoqué plusieurs sujets dont la sécurité, les sociales, et tant d'autres sujets, surtout les sujets brûlants de la Constitution. Nous commençons avec la une des Info 27 qui titre Gaëtan Kouba-Bouranzi. Info 27 qui titre Gaëtan Kouba-Bouranzi, j'allais dire, à la une, c'est l'on salue les bilans dressés par les présidents Félix Tshisekedi lors de son discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État a évoqué une croissance économique de 6% tout en appelant à une mobilisation collective pour surmonter les défis sécuritaires et démographiques qui freinent la prospérité de la République démocratique du Congo. Selon les journaux Les Phares, le président Félix Tshisekedi a commencé par rappeler que cette première année de son nouveau mandat a été marquée par un démarrage retardé, notamment en raison du temps nécessaire pour la désignation de la première ministre et de la mise en place des institutions conformément aux prescrits de la Constitution de la RDC. Gaëtan Kouba-Bouranzi, l'épineuse question de la réforme constitutionnelle était également revenue dans les discours du chef de l'État avec cette une du journal du quotidien Les Journal. Gaëtan Kouba-Bouranzi qui écrit « État de la nation, Félix Tshisekedi place les bases d'une nouvelle constitution ». Eh bien, Félix Tshisekedi, Gaëtan, a insisté sur la nécessité d'une révision constitutionnelle, une question qui alimente les débats politiques depuis un moment après un début de mandat marqué par des retards dans la mise en place des institutions. Il appelle à une réflexion nationale pour adapter la constitution aux aspirations du peuple. Une posture qui gêne Afrique, qui plutôt la trouve un peu controverse, mais qui ne manque pas des susceptibles des réactions vives, notamment parmi les partisans du président de la République. Beaucoup attendaient que Félix Tshisekedi s'attarde sur la modalité de la réforme constitutionnelle qu'il a dit souhaiter, mais c'est 11 décembre devant les deux chambres du Parlement réunies. En concret, le chef de l'État n'a consacré que quelques mots à ce sujet. Coopération militaire RDC-Belgique, les deux chefs d'état-major en mission dans le Maniema. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est un sujet qui est revenu à la une du média en ligne 7 sur 7, Gaëtan, avec ces titres. RDC-Belgique, les deux chefs d'état-major généraux en mission au Maniema. Coopération et réforme, Gaëtan Kouba-Bouranzi, on en parle par ces médias, 7 sur 7, Gaëtan, dans un registre, j'allais dire, plus optimiste, souligne la visite de deux chefs d'état-major de FARDC et de la Belgique au Maniema, où des instructeurs belges forment les recrues congolaises sur les plans carcéral. Actualité.cd rapporte la libération de 3019 détenus. Et pour terminer, agression rwandaise, l'armée annonce avoir repris Matembe. Effectivement, c'est à la une de Radio Okapi.net, Gaëtan, avec ce titre combat FARDC et les M23 au sud de Lubero. L'armée annonce avoir repris les contrôles des Matembe. Eh bien, c'est le lieutenant Rigen Mboui, porte-parole du front au nord des FARDC, qui a donné cette nouvelle. C'est mercredi 11 décembre. Radio Okapi indique que l'armée a repris les contrôles du village Matembe, auparavant divisé entre les FARDC et les M23. Elle a également délogé les rebelles des villages des Katoa, Kimaka
et Loufou. D'après les lieutenants Rigen Bouy, l'armée a activé son système de défense de le deuxième jour des attaques rebelles le 1er décembre. Merci Moïse Tiamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubabouranzi. C'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, d'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.